Va, Sandrine? On est C'est parti. bon? Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue du coup sur ce live sur les réseaux de la transformation. C'est le deuxième live avec Sandrine May aujourd'hui. Voilà, la dernière fois c'était Lubna Elkoy et aujourd'hui Sandrine a bien voulu venir. Merci beaucoup Sandrine de venir nous partager un peu de ton chemin et de ta Transformational Breath et de ce que tu fais. Bienvenue. Merci Margot. Voilà, si vous êtes là, que vous nous entendez, n'hésitez pas à mettre un petit message, à nous faire. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Ah voilà, on a un petit mot de Lubna qui dit « Hello Lubna », merci. Voilà, donc ces lives, c'est pour parler un petit peu de la Transformational Breath, en France il n'y a pas si longtemps que ça, même si elle existe déjà aux États-Unis. C'est Judith Kravitz qui l'a initié, inventé. Et voilà, on avait un peu à cœur de partager un peu ce qu'on fait dans nos séances, qu'est-ce qui nous anime à partager cette art de la respiration, enfin ces techniques de la respiration. Donc voilà. Sandrine, toi, tu es à Lavore, dans le Tarn, t'es pas très loin de Toulouse, et aussi à Perpignan, c'est ça? Tu organises des séances en individuel et aussi des retraites. Et tu as non seulement la Transformational Breath, mais tu utilises plein d'autres choses dans ton sac à outils pour accompagner les gens. Ton parcours, on va parler de ce que tu considères, toi, être ton métier d'accompagnement. Et puis aussi, quel profil tu accompagnes, qui sont les personnes qui viennent te rencontrer et toi, en quoi est-ce que tu considères pouvoir les aider dans leur cheminement. Voilà, donc si tu veux bien te présenter un petit peu, nous dire quel est ton parcours, ce qui t'a amené à la Transformational Breath. Alors moi, je suis arrivée à la Transformational Breath après un long parcours qui a démarré par une psychothérapie. J'avais 25 ans, puis une autre 40, et puis je reviendrai après sur mon parcours plus professionnel. Autour de 50 ans, j'étais dans un grand maelstrom familial, émotionnel, tout partait en éclats dans ma vie. Et j'ai une amie très chère à mon cœur qui, un jour dans une discussion, j'étais déjà coach, je suis coach depuis 2008, m'a dit « oui, je te confirme, tu es vraiment beaucoup trop dans le mental ». Et en fait, quelques semaines après, elle m'a proposé ce qui allait devenir ma première partie, ma première expérience majeure, celle de revenir dans mon corps, de découvrir que j'étais un corps et pas simplement que j'avais un corps, à travers une activité qui s'appelle la biodanza, qui est le mouvement dansé, qui a été une passion. J'ai fait une école pour ça. Et puis, j'ai continué mon chemin. Je sentais que j'avais encore besoin d'aller plus loin et de, je dirais, gagner encore en présence à moi, en profondeur à mon être, en connexion à mon être. Et c'est la respiration qui m'a appelée, qui s'est présentée à moi à un autre moment de ma vie familiale qui aurait pu encore devenir très chaotique et me mettre encore dans des états de stress et d'anxiété. Et en fait, j'ai découvert la respiration à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est pour le parcours, on va dire, globalement, de la façon dont j'ai évolué à titre, on va dire, existentiel, comment je suis revenue sur le chemin de la vie, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Pour revenir sur mon parcours plus globalement, plus biographique, moi j'ai fait une grande école, j'ai une maîtrise de droit, j'ai fait une grande école, j'étais partie pour être grand reporter sur le terrain ou diplomate, et puis j'ai bifurqué dans la communication, j'ai été directrice de communication pendant à peu près 20 ans dans des très grandes entreprises, donc avec le cortège de stress, de vie professionnelle intense, de beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, beaucoup de pression. Et puis, à la mort de mon père en 2005, il y a eu un déclic. Il est mort, non pas brutalement, mais dans vraiment des souffrances. Et puis, assez jeune, il avait 70 ans. Et ça a été une bifurcation profonde dans ma vie. J'ai quitté mon couple à ce moment-là et j'ai commencé un chemin voilà, avec le coaching. J'avais découvert déjà l'accompagnement en 1995 en faisant une très longue formation de formateur. J'avais absolument adoré découvrir que la pédagogie pour adultes, on étudiait comment l'humain se comporte dans un champ professionnel, les questions d'apprentissage, tout ça m'avait absolument passionnée. Et puis, j'y suis revenue avec le coaching en 2008. J'ai fait une formation de coach professionnel, coach d'équipe, coach de dirigeant, coach d'équipe, que j'ai adoré aussi. Mais tout ça était encore très, très mental pour moi. Et c'est vraiment avec la biodanza puis la respiration que j'ai basculé dans une autre façon d'être au monde en devenant vraiment attentive et en conscience autant que faire se peut que mon être, à travers mon corps, cherchait à m'exprimer des choses à travers les ressentis et les émotions. Voilà, ça a été globalement le grand chemin de ma vie, si je puis dire. J'ai vraiment rétrospectivement la sensation d'être beaucoup plus vivante aujourd'hui, beaucoup plus aimante et beaucoup plus intelligente aussi. La vie est venue me cueillir à un endroit où je pensais être très, très intelligente parce que j'avais des facultés intellectuelles. Et la vie m'a montré que l'intelligence était bien ailleurs. Elle était dans nos cellules, elle était dans cette vibration avec le vivant qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'extérieur de nous aussi, qui est dans la relation. Voilà, donc ce chemin, je l'ai vraiment fait. J'ai beaucoup de gratitude parce que je pense que je serais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler. Voilà. Ah, c'est fort, c'est important. Mm. Et du coup, la transformational breath, dans tout ça, comment elle est arrivée et qu'est-ce qu'elle t'a apporté de nouveau dans ton chemin? Alors, la respiration transformatrice ou transformational breath, ça a été vraiment comme une espèce de clé de voûte dans le chemin dans lequel j'étais. Énormément de choses avaient évolué dans ma vie. J'avais vraiment eu une perception extrêmement évoluée, changée par rapport à 10 ou 12 ans avant. Mais il y avait encore des moments où le mental reprenait le dessus, où j'activais énormément ma tête, où je sentais que quand il y avait encore des occasions de stress et d'anxiété, je repartais un peu en sucette, comme on dit. Et effectivement, la vie qui est à la fois neutre, mais qui en même temps nous fait souvent des petits clins d'œil, m'a dit pop, 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 il y a encore un petit peu de boulot, ma belle. Et c'est le champ, c'est le champ personnel, c'est la famille, les questions familiales qui sont vraiment revenues sur le devant de la scène pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré la respiration transformatrice. Voilà. Et ça s'est fait d'une façon très intuitive. Je ne vais pas raconter l'histoire, ça n'a pas d'intérêt, mais je me suis dit, il y avait des choses qui se passaient dans la famille qui étaient vraiment extrêmement dures et méchantes et toxiques. Et un matin, et je me suis couchée un soir en me disant, il faut vraiment que quelque chose se passe parce qu'il faut vraiment que j'arrive à tenir et que je ne reparte pas en sucette. Et le lendemain matin, j'ai ouvert un magazine. Il y avait 3 pages sur la transformational breath. Et le lundi matin, j'ai appelé Katharina et elle m'a dit ben, venez, on vous attend à Paris. Et l'aventure respiration a démarré comme ça. Et j'ai fait encore un chemin à ce moment-là de me rendre compte que j'avais encore besoin de descendre plus en profondeur,
de m'ancrer plus aussi, de me mettre plus en sécurité dans mon corps encore, de lâcher le contrôle encore. J'avais encore des endroits qui n'étaient pas suffisamment, on va dire, confiants et détendus. Voilà, donc c'est la respiration. C'est jamais gagné, hein. Je suis encore sur le chemin. Il y a encore des moments où je vois bien les mécanismes. Mais ça m'a vraiment aidé à faire le chemin de connaissance de soi que maintenant je propose aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire de faire cet aller-retour entre le corps, ce qui se passe à l'intérieur du corps, les ressentis, les émotions qui sont traversées, de ne pas les repousser bien évidemment, de les accueillir, de les remercier, d'être là pour me montrer que je suis vivante et que l'être à l'intérieur de moi essaye de me dire quelque chose à travers les symptômes du corps. Voilà, et donc j'utilise ça évidemment à titre tout à fait régulier, bien sûr pour moi. Je respire régulièrement. C'est jamais gagné parce que le monde extérieur nous challenge de plus en plus et on n'est pas né pour être dans des grottes. On est né pour être au monde et pour contribuer au monde. Et donc, pour arriver à être bien ancré, à faire ce qu'on a à faire en étant unifié, je pense que la respiration est un outil magnifique. Et donc la transformational breath est rentrée dans ta vie par le côté, enfin à la base un peu par ces soucis familiaux qui ont provoqué ça, mais il y a aussi ce côté professionnel, c'est venu nourrir ta pratique justement de tout ce que tu es en train de parler? Voilà, alors j'étais déjà dans l'accompagnement puisque comme je l'ai dit, j'ai été formatrice en 95 et puis coach à partir de 2008. Mais il me manquait dans le coaching, voilà, cette amie qui m'a dit t'es trop dans le mental venait juste me dire que j'activais encore des outils de ma tête et que je coachais pas suffisamment avec mon corps, hein, avec l'intégralité de qui je suis, ce qui était absolument évident. Et aujourd'hui, j'ai intégré la respiration avec la pratique du coaching, bien évidemment, personnel ou professionnel, il n'y a aucune importance. Pour moi, les deux sont évidemment, pour moi, pertinents. Il n'y a pas de séparation de toute façon entre le pro et le perso. Et puis, il y a également les autres outils que j'utilise, qui sont des outils d'entrée en dialogue avec l'inconscient. Une technique que j'ai appelée l'écoute profonde et qui s'apparente très fortement à la psychophanie, qui est connue notamment par les parents d'enfants privés de parole ou de personnes privées de parole. C'est une technique qui s'est beaucoup développée depuis 30 ans en France et dans les pays anglo-saxons d'ailleurs aussi, et qui nous permet d'entrer en fait en relation, en dialogue avec l'être profond, avec l'âme, avec l'inconscient, peu importe le nom qu'on donne, de la personne qu'on a en face de soi, et de rentrer dans le champ en fait informationnel de la personne et d'aller déloger, si je puis dire, ou mettre en lumière plus exactement des épreuves, des parties souffrantes, des traumas, des expériences qui ont été totalement refoulées. Donc c'est très complémentaire de la respiration. Ça permet d'investiguer, de descendre plus en profondeur de rentrer plus en dialogue, plus en profondeur avec l'inconscient. Donc, c'est très, très complémentaire de la respiration. Et souvent, j'utilise la respiration avec mes clients. Et puis ensuite, je leur propose une séance d'écoute profonde. Et donc, vraiment, là, on a des réponses absolument dingues d'expériences de leur vie à eux ou de transgénérationnel, puisqu'évidemment, on travaille aussi sur l'inconscient familial, qui viennent juste être éclairés, apporter une réponse à des souffrances qui sont souvent inexpliquées pour la personne. Voilà. Donc il y a ça, il y a le fait d'utiliser aussi cette technique et les constellations familiales que j'utilise exactement aussi en complémentarité pour venir aussi désidentifier la personne quand c'est nécessaire avec des blocages, hein, des blocages émotionnels, des croyances limitantes, etc. Et puis, j'utilise ces 3 outils à la fois pour libérer, donc vraiment pour faire levier, mais également pour amener la transformation et accompagner la transformation, accompagner l'expansion vers là où veut aller la personne, c'est-à-dire
ce soit une mise en action, un passage à l'action, que ce soit à titre professionnel, personnel, peu importe, mais en tout cas, de mettre des choses en œuvre et d'utiliser la respiration, l'écoute profonde et surtout l'écoute profonde et le coaching, les outils de coaching. Voilà. Donc, je fais une espèce de, je ne sais pas très bien dire, la respiration est toujours la colonne vertébrale de tout, parce que 90% de la population occidentale ne respire pas correctement. Et avec, voilà, je vois à quel point les traumatismes de naissance, connus ou pas connus, éventuellement intra-utérins, puisque j'ai pas mal de personnes qui se rendent compte qu'elles ont eu elles ont vécu une grossesse gémellaire, enfin qu'elles ont eu un jumeau perdu, comme on dit. Voilà, ça, j'ai pas mal de clients qui viennent avec ou sans l'information, et puis ça se révèle, voilà, ou pas. Mais ce qui est important, c'est que ça soit vécu dans le corps, que ce soit pas mentalisé, et c'est en ce sens que la respiration est vraiment extraordinaire, parce qu'elle révèle ce qui est à révéler sur le moment pour la personne. C'est jamais trop, c'est jamais pas assez, c'est exactement ce dont elle a besoin pour avancer et continuer le chemin. Voilà. Et donc, toi, tu proposes un accompagnement, pas seulement, comme tu disais, donc pour libérer des traumatismes, etc., mais tu as aussi cette impulsion d'aller vers la vie et d'aller plus loin. Voilà. Moi, avec le recul des années, ça fait pas mal d'années que je, je tente, ou je me suis mise sur le chemin, on va dire. Avec le recul, je me rends compte que libérer, c'est chouette, mais quelquefois, on a besoin de vision, on a besoin de préciser des intentions, on a besoin de ressentir dans le corps, de faire des choix en conscience. Et moi, je me suis considérée pendant très longtemps comme morte vivante, hein. Je me disais morte vivante, c'est-à-dire que oui, j'avais l'air d'être très vivante en apparence, j'ai beaucoup d'énergie, je suis une femme très dynamique, très entreprenante. Et en fait, j'étais en plus plus tout le temps, j'étais en perfectionnisme plus plus, j'étais en faire des efforts plus plus, j'étais en soif forte plus plus. Et tout ça met des tensions internes qui ne sont pas justes, c'est-à-dire qu'aller au monde, ça doit se faire sans effort. On fait un effort quand il y a besoin de donner un petit coup de pied sur l'accélérateur, quand on a besoin d'enclencher des choses, mais quand on est dans son être, quand on est dans l'unité de qui on est, en fait, ça ne demande aucun effort. Et donc, on appelle ça des drivers en analyse transactionnelle, puisque je suis aussi formée en analyse transactionnelle. Ces mécanismes, en fait, appris conditionnés de perfectionnement, il faut que je fasse des efforts pour tout, qui nous mettent dans des tensions et dans des pressions permanentes, des culpabilités, des charges mentales et émotionnelles. Et en fait, on croit qu'on fait des choix en conscience, mais moi, ça m'a beaucoup calmée quand je me suis rendu compte que j'étais pilotée à plus de 95% par mon inconscient. Ça m'a énormément aidée à lâcher. Je me suis dit, bah, de toute façon, la volonté n'a strictement rien à faire avec ce que je fais, c'est n'importe quoi. Je me mets en force tout le temps, ça n'a aucun intérêt. La volonté, elle vient simplement quand il faut prendre un billet d'avion, quand il faut s'activer parce que voilà, on a un truc à rendre, ok, mais tous les mécanismes qui sont derrière et qui sont des mécanismes conditionnés de la petite enfance qu'on continue et qu'on perpétue ensuite dans notre vie adulte, nous coûtent extrêmement cher en stress, en énergie. L'énergie, elle n'est pas renouvelable. L'énergie, on a tous une énergie, une capacité énergétique, mais si on la disperse de façon totalement erratique, en fait, on s'épuise, en fait. Et moi, j'étais arrivée à un degré d'épuisement quand j'ai fait mon burn-out et ma dépression en 2011. J'étais arrivée au bout du bout du bout, quoi, hein, et je bénis le ciel, je bénis la vie de m'avoir fait tomber au fond du trou, parce que c'est à partir de ce trou
cette vraiment, j'ai fait vraiment boum, hein. Les amis qui me suivaient peuvent témoigner, j'ai fait boum, je me suis écroulée. Mais cette chute, je dirais, de mon énergie, où tout s'est bloqué à l'intérieur de moi, a été le début du chemin de transformation profond à partir du corps que j'ai pu initier, la biodanza, la respiration et l'ensemble des outils maintenant que j'utilise, qui passent absolument et exclusivement par le corps. Voilà. Et quand je dis le corps, je dis pas le corps et l'esprit, je dis le corps-être, c'est-à-dire que mon corps exprime mon être. Donc si je sais me connecter à mon être, si je sais me mettre en état de présence à moi, écouter les signes, sentir l'énergie pulser dans mes cellules, sentir le mouvement dans mon corps se faire à partir d'une impulsion profonde et pas à partir d'un je dois, il faut, où il y a qu'à, où on a toujours fait comme ça, où je ne peux pas changer, ou des injonctions de cet ordre-là, eh bien, on garde son énergie. Et moi, j'arrive à un âge où j'ai sacrément envie de la garder le plus longtemps possible, parce que je n'ai plus 30 ans. Et en fait, ce qui est absolument merveilleux avec tous ces outils et la respiration, évidemment, est unique de ce point de vue-là, c'est que on peut commencer à tout âge. Voilà. Moi, je dis souvent à mes clients, on peut devenir intelligent et c'est maintenant. Voilà. Et c'est pas au sens de l'intelligence telle que je la croyais quand j'avais 30 ans, ou 25 ans, ou 20 ans, où j'avais la tête qui fonctionnait super bien. Elle fonctionne toujours très très bien, mais c'est pas à partir de ça que j'agis au monde, c'est à partir de mon intuition, à partir de mes ressentis, de mes émotions et du fait de ne pas mettre d'énergie à repousser. Est-ce que tu peux donner un exemple un peu concret de ce que ça peut, en situation, ce lien avec ton corps, un exemple dans la vie de comment du coup, avant tu aurais peut-être réagi ou fonctionné et comment aujourd'hui ça se passe pour toi? C'est tout le temps parce que c'est jamais gagné et que je sais pas si j'ai lâché l'idée d'être un petit Bouddha un jour, mais dès que je sens en moi une pression, des tensions dans mon corps, dès que je sens que mon énergie est dans l'involution, c'est-à-dire qu'elle tourne en boucle un peu, dès que je sens que je ripipi de la tête, quand on sait qu'on a 60 000 pensées par jour et qu'on répète à peu près 95% de ces pensées tous les jours, c'est pareil, ça nous met un peu à distance avec le fait qu'il serait temps de faire descendre en fait tout ça. Et donc, oui, ça m'arrive très fréquemment. Je donne un exemple très précis. L'autre jour, j'étais dans un petit village, j'étais en voiture. Je croise une voiture, on était dans une rue qui était assez étroite, donc le type force et s'arrête à un endroit où on ne pouvait pas passer. Moi, j'étais dans la file en face, on ne pouvait pas passer dans la file en face et il bloquait toutes les voitures derrière. Le mec descend de voiture et il va faire ce qu'il a à faire. Il plante sa voiture au milieu d'un goulot étroit. Et moi, j'étais à l'arrêt et les mecs derrière étaient à l'arrêt. J'ai senti la pulsion d'énervement me prendre. Je baisse ma vitre. Alors, je me retiens au début et je lui dis, est-ce que ça vous embêterait de vous déplacer? J'ai dû avoir un ton un peu impératif. Et il me dit, oui. Je lui dis, mais enfin, vous vous mettez 20 mètres plus loin et vous permettez aux gens de passer. Il me dit, j'en ai rien à foutre. J'étais entre le scotcher et descendre de voiture et le gifler. Bon, ben là, je peux vous dire que je me suis sérieusement, il était un peu plus grand que moi, hein, je me suis mis sérieusement dans mon corps, j'ai gonflé mon ventre, j'ai vraiment senti l'air descendre au niveau du pubis le plus bas possible, j'ai respiré, j'ai mis mes mains comme ça, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit, Sandrine, stop, lâche, 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 respire. Et j'ai réussi à ne pas faire de conneries qui étaient de sortir de la bagnole et d'aller les mettre. Enfin,
J'étais sur le Salcomp. Alors bon, sur le Salcomp, la vie t'envoie, puisque quand on fait la formation à la Transformational Breath, on apprend ce que c'est que les messagers de la vie, ce que j'apprends aussi à mes clients. Et donc, c'était un magnifique messager de la vie, ce petit monsieur-là, qui est venu me montrer l'endroit où j'aurais pu aller et où je ne suis pas allée. Parce qu'à un moment, je me suis remis en présence à moi et j'ai même pas eu le temps de raisonner. Ça s'est fait assez rapidement. Je me suis dit, stop, ok, descends, ok, et présence à soi, Sandrine, voilà. Ouais, c'est un très bel exemple hein, de retour dans le corps, d'écoute de ce qui est là et qu'en fait je suis en sécurité aussi là, présentement. Voilà. Et le mécanisme automatique qu'il y avait chez moi, que je connais très bien, hein, qui est un mécanisme, moi je suis extrêmement sensible aux abus de pouvoir, extrêmement sensible, c'est une mémoire probablement que je n'ai pas encore dénouée et qui est transgénérationnelle sans aucun doute. Donc ça fait partie du chemin pour moi de continuer à aller regarder ça. Mais c'est clair que je suis hyper sensible aux abus de pouvoir et à toutes les personnes qui prennent le pouvoir. Et c'est la relation à l'autorité, hein, bien sûr, à l'autorité non légitime, à mes yeux. Hein. Et c'est un truc sur lequel on peut se casser le nez et se faire casser la gueule sans problème, quoi. Hein. On a toujours plus fort que soi. Et je l'ai plus que largement appris à mes dépens tout au long de ma vie parce que je jouais les petits soldats combattants. Hein. J'étais une guerrière, moi. Donc, à part que, alors est-ce que c'est la sagesse de la vie qui infuse en moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte du coup caché en termes d'émotions, en termes de stress, et donc de cortisol, et donc d'effets chimiques sur mon corps hein, quand je me mets dans cet état-là. Et c'est des mécanismes automatiques, c'est des mécanismes appris, intégrés, c'est la mémoire cellulaire, c'est là-dessus que je travaille moi avec mes clients aujourd'hui, c'est d'aller à la racine, c'est ça qu'apporte la respiration, c'est d'aller vraiment à la racine de ce qui bloque, qui vient de notre enfance ou du transgénérationnel. C'est pour ça que pour moi, l'inconscient personnel et l'inconscient familial à travers les deux outils que j'utilise, les constellations familiales et l'écoute profonde, ça va ensemble. On passe de l'un à l'autre. Il n'y a pas de séparation. On a fait des séparations, mais l'inconscient personnel, on a hérité, on le sait aujourd'hui, dans l'ADN hein, et on a hérité dans la matrice utérine de notre maman, on porte déjà en nous des mémoires. Donc, faire ce travail d'aller déloger ce qui se répète ensuite tout au long de notre vie, qui s'amplifie et qui nous coûte de plus en plus cher en énergie, pour moi, ça a été essentiel, en tout cas dans mon parcours de vie. Et aujourd'hui, les personnes que tu accompagnes, la plupart, c'est qui sont tes clients? Pourquoi ils viennent? Alors, j'ai, on va dire, deux tranches, enfin, j'aime pas trop couper en morceaux, mais deux tranches. J'ai du 35-55 ans, j'ai trois tranches même, qui sont des gens qui sont dans un moment de transition, perso ou pro, peu importe, qui se rendent compte que leur charge émotionnelle a besoin d'être libérée et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas unifiés, ils ne sont pas alignés, ils agissent au monde comme j'agissais quand j'avais 30 et 40 ans, donc à partir de leur tête, de leur mental, de leurs croyances limitantes, des présupposés éducatifs, de tout ce dans quoi nous baignons. Hein. Je dis souvent qu'on est comme des petits poissons rouges dans le bocal. On demande cette histoire de petit poisson rouge dans le bocal qui dit à sa maman bah, maman, où est l'eau? C'est-à-dire qu'on baigne tellement dedans qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dedans. Et en fait, ça nous empêche d'être nous-mêmes dans l'être naturel, expressif, comme le sont les tout petits enfants, parce qu'on est pétri de conditionnement. Donc, ces gens-là, souvent, font cette prise de conscience que quand ils ont envie de changer leur vie, ils ont besoin de changer leur perception
On est comme j'ai une autre image, hein, comme des chevaux de trait avec des œillères de chaque côté. Et tout le travail que je fais faire, c'est d'ouvrir les œillères, voilà, d'élargir le champ perceptuel, de partir. Là, j'ai rien, j'ai pas le choix, je sais plus faire, je vais au mur, j'ai pas d'option. Ah, si, il y a des options, si, il y a des options. Et pour ça, ça passe par les outils que j'utilise. Donc ça, c'est vraiment une première catégorie, c'est les 35-55 ans. Donc là, c'est des gens qui sont en transition, qui savent plus où ils vont, qui tournent en rond, qui passent pas à l'acte, etc. Chose que j'ai bien connue. Il y a une tranche, entre guillemets, de gens qui sont plutôt dans la tranche 60-75 ans, qui sont des gens qui sont souvent à la retraite, qui n'ont jamais fait de travail sur eux, qui sont beaucoup dans la tête, beaucoup dans l'émotionnel et qui viennent se libérer de ça. Souvent, ils ont aussi des éléments de sagesse et d'ouverture de cœur, donc ils ont envie d'avancer dans leur vie sur cette troisième partie de vie avec plus de tendresse, plus d'ouverture du cœur. Ils se rendent bien compte que transmettre des biens, c'est pas la seule chose qui compte. Ils se rendent compte qu'ils ont autre chose à transmettre. Ils se rendent compte que les jeunes ont beaucoup évolué, donc quelquefois les relations sont pas très faciles avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et ils ont envie, je sens, ils ont un élan très fort de se mettre voilà, un peu d'équerre, si je puis dire, et de tranquilliser leurs relations. Et c'est très beau à voir. J'ai des Donc, c'est transformations. des gens qui viennent de sortir du travail et Oui, qui… oui, c'est ça, à partir de 60-65 ans jusqu'à 75. Et souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait de travail, enfin moi, j'aime pas le mot travail, mais qui n'ont pas commencé le chemin, on va dire, d'unification de leur être, d'individuation, dirait Carl Jung, hein, qui ont beaucoup bossé ou voilà, qui sont restés un peu enfermés dans des mécanismes. Je dois garder le contrôle. J'ai des clients, par exemple, qui ont eu des postes hyper importants dans des très très grosses entreprises avec des très très grosses responsabilités. Ils géraient des humains, enfin vraiment responsabilité d'humains, donc des grosses pressions, on va dire, sur la sécurité, voilà, mettre les gens en sécurité, etc. Et ce sont des clients qui là, ont du mal à lâcher ce mécanisme de contrôle parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, par exemple. Où j'ai des clients qui sont beaucoup dans la tête parce qu'ils ont dû beaucoup convaincre dans leur vie. Donc, ils sont des super pros de la conviction et de toujours avoir raison, à part qu'ils se sont rendus compte que ça rendait pas heureux. Et donc, ils ont besoin de lâcher avec ça. Et donc, la respiration vient les faire wow, switcher, quoi. Et puis, on travaille avec les autres techniques aussi. Et quand ça fait whoop, ça switch, c'est absolument dingue ce qui se passe. C'est dingue. C'est magnifique. Donc, c'est des gens qui se retrouvent à lâcher avec des prises de conscience foudroyantes, souvent très rapides. Et c'est très, très beau à voir. Je peux pas dire autre chose. Je suis vraiment très touchée. Et la troisième catégorie qui me tient énormément à cœur, ce sont les enfants et les adolescents. J'ai beaucoup travaillé dans le champ de l'éducation. J'ai travaillé pour des mairies, pour des services d'éducation de mairie. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup accompagné en fait les ATSEM et les animateurs périscolaires pendant de longues années. Et je me suis rendu compte de l'état dans lequel étaient beaucoup d'enfants, avec des états de stress liés à des problématiques d'apprentissage. Et on sait que la respiration montre que dès qu'on a des émotions, quand on est enfant, on bloque, ou on se met en apnée, ou c'est ça qu'on travaille avec la respiration, c'est de sortir des mécanismes déjà intégrés, appris dès la petite enfance. Et j'ai des adolescents en ce moment qui sont en stress plus, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas apprendre. Alors, on les diagnostique TDAH et tout le bazar. Déjà, ils sont déconnectés de leur corps complètement. Ils ont 14 ans, 13 ans, 14 ans. Ils sont déjà complètement déconnectés de leur corps. Ils sont déjà super agités de la tête.
Et en fait, c'est super parce que ça va très vite avec eux, dans la mesure où ils ont, entre guillemets, une moindre couche Mmh. que nous. Donc ça va assez vite, voilà. Donc j'ai vraiment à cœur de les aider à acquérir cet outil-là qui est vraiment ce kit d'urgence pour eux, comme je le fais pour moi. Voilà. Ok, t'es agité, ok, ça se passe pas bien, ok. Comment tu peux revenir à toi? Comment tu peux revenir à toi? Et l'autre outil qui est hyper performant aussi, c'est l'écoute profonde que j'utilise avec eux, où là, ils adorent parce qu'il n'y a pas de blabla, je me connecte à eux, ils arrivent avec une problématique qu'ils ont, je me connecte à eux et l'information arrive. Et Mmh. en fait, ça va très, très vite et au bout d'un moment, ils me disent: «Ça y est, c'est réglé, j'ai compris, pouf, pouf, réglé, affaire très» voilà. Ils ont connecté l'endroit où, pour eux, c'était souffrant ou bloquant. C'est souvent lié à des relations avec les parents ou à des situations émotionnelles, voilà, familiales à vivre et donc les 2 conjuguer, la respiration et l'écoute profonde, c'est absolument génial pour les enfants. Ça va très vite et ils adorent parce qu'il y a pas de blabla, on parle pas pendant 3 plombes carrés, moi je leur demande globalement ce qui pose problème et hop, on y va. Voilà. Et est-ce qu'on peut peut-être, imaginer que plus on accompagne les enfants, les jeunes tôt avec, tous ces outils, plus, ils auront moins de bagages à porter ensuite, C'est une vraie question ma belle, toi qui as une petite fille en bas âge. Eh bien écoute, c'est mon vœu, j'espère, je sais pas dire. Il faudrait que dans 20 ans, je vois, comment sont les jeunes que j'ai accompagnés aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une accélération avec tous ces outils qui permettent vraiment maintenant à des jeunes d'aller assez rapidement sur de la résolution de conflits intérieurs. Voilà, moi je travaille aussi beaucoup avec les archétypes. J'adore les archétypes, hein, montrer qu'à l'intérieur de nous, tous ces combats intérieurs qu'on mène, qui nous mettent en conflit avec les différentes parties de nous, le saboteur, le petit professeur. Voilà, je suis transactionnaliste, donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur tout ça sur les jeux relationnels, la façon dont nos inconscients se connectent pour aller nous aider à grandir et comment on peut tomber voilà, dans tous ces pièges des jeux de pouvoir, etc. Donc, j'espère vraiment que ce que tu dis va se passer, c'est que on peut accompagner là tous avec des outils où l'enfant, en tout cas, peut se saisir rapidement et comprendre que tout monter dans la tête, comme je l'avais fait, parce que c'est un mécanisme de défense. Hein. Quand on n'arrive plus à se connecter à ses émotions et ses ressentis, on monte tout dans la tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. On rationalise, on intellectualise, on mentalise. oui, parce que sinon l'humain qui arrive de base sur terre, enfin le petit bébé, il est plutôt, ressenti, émotion et très au contact de tout ça. Voilà, exactement. On sait aujourd'hui, moi j'ai beaucoup lu et je vous encourage à le lire, ceux qui sont parents, grands-parents, une psychologue américaine qui s'appelle Alison Gopnik, qui a écrit un livre qui s'appelle Le bébé philosophe. Elle montre, elle fait des études en laboratoire avec des enfants. Bon, elle les dissèque pas évidemment, elle étudie leur comportement et elle a montré que le plein potentiel de l'enfant, il était dans les 2 premières années de la vie où là, il y a en fait la totalité du potentiel de l'espèce humaine en lui, sachant qu'on est déjà un peu plombé parce qu'on a du transgénérationnel quand même, mais et qu'après, on ne fait que s'effriter, ça ne fait que s'effriter au profit d'un mental et voilà, d'une activité cognitive surdimensionnée. Et c'est pas l'un ou l'autre. Moi, j'ai pas perdu mon intelligence cognitive et ma rapidité de fonctionnement et ma curiosité intellectuelle et j'ai absolument rien perdu de tout ça. Simplement, c'est cette capacité à réguler quand on sent que ça monte trop là, à réguler quand on a des émotions. C'est également ce travail que moi je trouve magnifique avec la respiration d'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le cœur est un cerveau. Hein, on a le cerveau de la tête, mais le cerveau de la tête, c'est comme un hub, c'est comme une plateforme autoroutière, ça rentre, ça sort. Et puis, on a un deuxième cerveau là avec 40 000 neurones et des connexions neuronales qu'on appelle les synapses. Et ça, quand ça a été atrophié, parce qu'on a eu des chocs émotionnels, des shoots,
des traumatismes plus ou moins avérés, on ferme ça, la peur ferme ça, et avec la respiration, on peut vraiment apprendre à détendre, à revenir. Moi, j'ai des clients âgés en particulier, enfin, dans la dernière tranche d'âge, à qui je fais mettre la main sur le cœur. Ils ne l'ont jamais fait de leur vie. Ils ne se sont jamais entendus respirer dans le cœur. Jamais. Jamais. Et ça les touche infiniment. Donc, ça passe par des petites choses comme ça aussi. Et puis, c'est un travail où effectivement, ça doit se faire très progressivement parce que ça vient faire lâcher évidemment des mémoires, des peurs, etc. Donc, aujourd'hui, ce deuxième cerveau, bon, on connaît le deuxième, enfin, c'est le troisième cerveau. Le deuxième, on sait que c'est le ventre avec toutes les mémoires émotionnelles. Mais ce deuxième cerveau, ce troisième cerveau qu'est le cœur, c'est quand même merveilleux de voir que, voilà, là, c'est des études scientifiques, c'est pas moi qui délire. Hein. Aux États-Unis, il y a énormément d'études. Hein. Il y a un institut spécialisé là-dedans hein, qui s'appelle HeartMath. Donc, vous pouvez aller regarder, si vous parlez anglais, il y a plein de choses. Ils traitent que sur ces sujets-là. Et puis, il y a un quatrième cerveau qui est en train d'apparaître. Hein, donc, je pense qu'on va finir par se rendre compte qu'on est un cerveau entier. C'est la peau. Voilà. C'est la peau. Et il y a même un cinquième, on est en train de parler du plexus solaire. Donc, on aurait effectivement des connexions énergétiques, des signaux électromagnétiques hein, du cœur. On dit aujourd'hui que le cœur envoie 5000 fois plus puissamment que le cerveau de la tête de l'information. C'est pas rien de comprendre ça, c'est pas rien. Oui, et qu'il perçoit les informations avant le cerveau. Exactement, exactement. Avant ce cerveau-là. Exactement, que ça va bien plus vite. Ça passe d'abord par le cœur et ça monte. Alors qu'on nous a baignés, peut-être pas ta génération, mais en tout cas la mienne. Moi, je me souviens très bien qu'à 20 ans, on m'a dit bah, c'est con parce que tu vas commencer à perdre tes neurones. Ah oui, et ben quand j'ai compris à 45 que non seulement j'allais pas les perdre, mais que je pouvais les reconstituer, insuffler de l'air dedans, nettoyer les mémoires énergétiques qui bloquent, et on découvre avec l'épigénétique aussi hein, qu'on peut activer des gènes qui ont été dormants, ce qu'on appelait les gènes dormants, les activer alors qu'ils n'ont pas été activés dans notre petite enfance, mais c'est génial tout ce qui est en train de se présenter. Ouais, on change de paradigme. Hein. Changement de paradigme. Après, il faut pas. Enfin, moi, je suis émerveillée par tout ce que, voilà, tout ce que parce que je travaille beaucoup, c'est-à-dire que j'étudie beaucoup et je source tout ce que je raconte. Je suis quelqu'un, j'ai fait Sciences Po, donc inutile de vous dire qu'on disait 3 mots, il fallait sourcer. Donc j'ai gardé cette habitude de faire autant que ça m'est servi, au moins je me souviens plus la plupart de ce que j'ai appris à Sciences Po, sauf ça. D'aller sourcer mes informations, de parler de quelque chose que j'ai vécu ou de parler de quelque chose dont je peux donner la référence. Et ça, c'est vraiment important dans le monde dans lequel on est du développement. Moi, je ne parle pas de développement personnel. Pour moi, c'est antinomique avec ce que je fais. Moi, je travaille sur le développement de l'humain, je travaille sur le développement de l'humanité, je travaille sur le développement, la reprise du développement émotionnel, là où ça s'est arrêté dans les 7 premières années de la vie en particulier. Et je ne parlerai jamais de développement personnel et je m'oppose totalement à ça. Voilà. Parce que le développement personnel, pour moi, amène une dimension narcissisante, refermée sur soi-même, alors que quand on fait un processus d'unification de son être, de reconnaître ses souffrances, de reconnaître ses émotions, de mettre la paix sur toute notre histoire, notre biographie, hein, notre histoire de vie qui n'est que notre petite histoire, quand on prend de la distance par rapport à tout ça et qu'on accueille tout ce qu'on a eu à vivre en tranquillité et en paix, eh bien, il me semble qu'on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la rencontre à l'autre, on s'ouvre à la rencontre au monde avec ce cœur ouvert. Et moi, c'est ça que je vise, c'est pas d'accompagner des gens. J'ai envie de dire que moi, je ne suis pas dans le champ du bien-être. Voilà, j'ai l'impression d'être ailleurs. Je suis dans le champ qu'on appellerait le champ du développement de l'humain,
de l'humanité. Comment je peux développer l'humanité à partir de l'accompagnement que je fais des personnes. Voilà. Donc, chaque personne que j'accompagne, chaque enfant à qui j'aide à comprendre comment fonctionnent ses émotions et ce qu'elles viennent de lui dire, pour moi, c'est des gens que je mets peut-être sur le chemin de la transformation. Ils feront peut-être d'autres choses après, peu importe. Mais je catalyse le fait de les remettre sur ce chemin pour que ensuite ils puissent aller en humanité, s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire avant de partir de cette terre. Et voilà, si tu veux nous dire un dernier petit mot avant qu'on arrête ce live et qu'on reparte dans nos vies du vendredi. J'ai envie de crier ma conviction profonde, intime, vibrante, pleine de vie, c'est que en chacun de nous, même les plus horribles, et je peux vous dire que j'en ai fréquenté quelques-uns des vraiment terrifiants, il y a cette part d'humanité qui est en souffrance, qui demande à être éveillée. Les gens font le chemin ou pas, ça les regarde, mais moi, je suis profondément convaincue qu'en chacun, il y a une part de sagesse, la sagesse du petit enfant qui naît, et une part de créativité et de capacité d'explorer, qui est également la sagesse du petit enfant de 2 et 3 ans, qui va au monde, le cœur ouvert. Et je sais que c'est là qu'on a tous envie de revenir. Je sais que c'est là que beaucoup de gens ne savent pas, que c'est là qu'ils auraient besoin d'aller. Et quelquefois, ils ne mettent pas en mots. Et c'est quand ils viennent chez moi qu'on peut faire ce travail, ce chemin de les remettre sur leur humanité, leur humanisation. Voilà. Et ça, je suis profondément aujourd'hui convaincue qu'on est tous exactement câblés de la même façon. Pour l'amour, pour la paix intérieure, pour aller en joie et pour aller explorer ce monde qui est aussi merveilleux, qu'il est absolument affreux. C'est plein d'espoir, tout ce que tu nous as partagé là. Je trouve ça vraiment magnifique, tous ces outils que tu proposes et que tu mets en place et au service du vivant. C'est magique et merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. J'espère que voilà, qu'il y en a qui seront intéressés, intrigués, curieux de venir découvrir la Transformational Breath et puis les autres outils dont tu nous as parlé. Merci Margot, merci à toi. Et je suis vraiment honorée qu'une femme plus jeune que moi, qui pourrait peut-être être ma fille, vienne m'interviewer et puis fasse ce chemin aussi, avec tant de niveau de conscience. Et que tous ces parents de ton âge qui se mettent en mouvement, ça me réchauffe le cœur. Ouais, moi je suis pleine d'enthousiasme pour les enfants à venir et tout ça. Je pense qu'il y a très belles choses qui arrivent et la Transformational Breath est vraiment dans cette direction-là en plus. Donc, ouais. Et j'accueille les grands-mères et les grands-pères. C'est ça, c'est un très bon moment. Hein. Une fois qu'on ne travaille plus, qu'on a les enfants qui sont grands, c'est vraiment le bon moment pour prendre soin de soi et se développer, s'ouvrir. Enfin, voilà. Ouais. Exactement. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont écoutés en live ou en replay. Voilà, vous pouvez contacter Sandrine sur les réseaux sociaux ou sur son site qui sont écrits en commentaire, en lien. Voilà, on se retrouve à une prochaine pour un prochain live ou alors vous retrouvez Sandrine à son cabinet. Au revoir Sandrine, au revoir tout le monde. Merci.